Cher journal, aujourd'hui, plus personne n'écrit de journal intime. Les gens préfèrent tout étaler devant les autres. Les journaux personnels publics sont monnaie courante, Twitter, Facebook, Snapchat, ou encore même YouTube. Mais je m'égare. Mon père, qui représente à lui seul un quart de mes abonnés, sur ma chaîne YouTube, m'a conseillé de traiter du cycle des nonas, un célèbre ouvrage de Alfred Elton Van Vogt. Soucieux de satisfaire la curiosité de mes abonnés, mais aussi d'éviter un conflit avec le paternel, j'ai choisi de l'évoquer en 3 courts-métrages, que j'espère qui vous plairont. J'en suis certain. Bien à vous, Frafny. Tiens, Firefox, porte ça à notre ami de Charmeras. Salut à tous, c'est Frafnir et aujourd'hui on se retrouve pour parler du cycle des nanas. Mais au vu de mes dernières vidéos de qualité douteuse, vous savez très bien que je vais juste parler des sujets qui m'intéressent en essayant de les placer à tout moment. Je vais parler de science. Donc, je vais commencer par vous faire un résumé du cycle des nanas. Moi je peux le faire. Ah mais vous êtes qui vous faites quoi chez moi? Alors en fait je suis juste toi mais habillé différemment et sans les lunettes. Tu t'appelles comment? Nifraf. Ok. Et... quoi? Non, rien. Super, aujourd'hui c'est Nifraf qui va vous faire un résumé simple et rapide de l'œuvre. Maintenant. On est dans le futur. La société ultramoderne et contre le moindre degré est dirigée par une élite dont la fonction est mise en jeu régulièrement grâce à un système de jeu. Opéré dans la cité des jeux, sous la supervision de la machine des jeux. Un supercalculateur gigantesque. Ce matin-là, le personnage principal, Gilbert Gossein ambitieux, décide de concourir pour accéder à l'élite. À l'hôtel, il reconnaît un voisin et le salue. Et apprend qu'il n'existe pas de Gilbert Gossein dans son village de Crest Village en Floride, et que sa femme qui est décédée un mois plus tôt n'est pas morte et n'a jamais été mariée. Il est rejeté de l'examen dans un premier temps, puis comprend peu à peu que son passé n'est qu'une illusion. Ça m'arrive tous les jours. Il rencontre alors des membres de l'élite active dont certains lui apportent une aide précieuse tandis que d'autres essayent de l'éliminer. Perdu, il se reconstruit progressivement une identité grâce à ses interactions et à l'apparente persistance de sa mémoire. Au fur et à mesure des péripéties, il est sauvé in extremis à plusieurs reprises, tué et rematérialisé sur Vénus, la planète exemplaire de ce monde. Gossein comprend progressivement, aidé par son cerveau second à l'origine de pouvoirs exceptionnels, qu'il est l'instrument d'une révolution dans le monde du Nona, alors que dans le même temps, la Terre est sous la menace d'une invasion par un empire galactique hostile. Mais c'est une trilogie, tu peux nous parler des 2 autres livres? Je vous garde la surprise, mais sachez que le 2e parle d'un empire interplanétaire et que le 3e remet en question toute la saga. Il est un peu moins bon d'ailleurs. Avec ceci, je vous conseille un menu essai. Et le contexte? Nous allons l'évoquer ensuite. Et Van Vogt? Nous allons aussi parler de la vie de cet écrivain génial pour les uns, médiocre pour les autres, et non, j'ai pas lu le livre. Mais il est né en 1912, au Canada, et est mort en Floride. En Californie. Wikipédia. Mais c'est incroyable tout ça, et seulement en 3 vidéos. Oui... pourquoi tu parles lentement comme ça? No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter how hard you try, you can't stop us now. We're the renegades in this atomic age. This atomic age of renegades. The renegades in this atomic age. This atomic age of renegades. Since the prehistoric ages and the days of ancient Greece, right down to the Middle Ages, planet Earth kept going through changes. And in the Renaissance
Ce qu'il y a de particulier dans ce roman, c'est son rapport à la sémantique générale. J'ai ici une version française traduite par Boris Vian, ce qui explique notamment la popularité de l'œuvre en France. Mais cette version a une deuxième particularité, c'est sa postface inédite de Van Vogt. En effet, celui-ci répond à un débat, à une controverse qu'il accuse de faire dans la métaphysique. C'est-à-dire que le rapport à la sémantique générale dans l'œuvre peut interpréter quasiment comme du religieux, alors que Van Vogt est lui-même agnostique. Nous allons donc voir dans cette première vidéo ce qu'est la sémantique générale dans les grandes lignes, mais pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai mis les documents sur lesquels je me suis appuyé en description. Puis nous verrons dans les 2 prochaines vidéos l'œuvre en particulier et l'enjeu de la controverse. Qu'est-ce que la sémantique ? La sémantique, c'est l'étude du langage en tant que système symbolique pour modéliser la réalité à laquelle nous pensons verbalement. En somme, elle considère que le langage n'est qu'un support normé et normatif. C'est-à-dire que son évolution est influencée par son environnement et que son utilisation a des effets sur notre comportement et notre façon de penser. Qu'est-ce que la sémantique générale ? Eh bien, Alfred Corsi. Ça va aller, te formalise pas. L'auteur, dans le nom sera rajouté au montage, crée en 1933 le terme de sémantique générale pour qualifier sa théorie générale de l'évolution générale. Korzybski appelle ça nona pour non-aristotélicien. Il s'est rendu compte que ses contemporains appliquaient un cadre de pensée encore mal adapté aux évolutions de l'être humain, comme la théorie de la relativité générale par exemple. Il caractérise ce système de pensée d'Aristote, intuitif chez l'être humain, en 3 aspects. Le principe d'identité, ce qui est, vrai égale vrai, faux égale faux. Le principe de contradiction, rien ne peut être à la fois être et ne pas être, vrai n'est pas faux et inversement, faux n'est pas vrai. Et enfin le principe du tiers exclu, tout doit être ou ne pas être. Une proposition doit être vraie ou fausse. Korzybski lui veut lutter contre ces systèmes de pensée qu'il juge rétrogrades. Il prend l'exemple de la carte. La carte ne représente pas tout le territoire, elle en représente seulement certains traits. Ceux-ci ont été choisis afin de faciliter le déplacement et de ne pas l'encombrer de trop de détails. Une carte est autoréflexive, elle donne des informations sur elle-même, son style, celui de l'auteur, l'époque à laquelle elle a été faite, etc. Et donc j'ai décidé de faire une petite application concrète en 10 points. J'ai appelé ça un classement. Un top quoi. Oui, c'est un top. Mais moi j'appelle ça classement. On est tombé bien bas. Petit 1. Utiliser la méthode empirique. Quand on décèle un problème ou que l'on croit déceler un problème dans notre environnement, Korzybski nous encourage à le vérifier méthodiquement. C'est-à-dire mener une enquête, vérifier les données, interroger les gens par nous-mêmes. Cela nous permet notamment d'éviter les erreurs et les biais d'attribution. Petit 2. La carte n'est pas le territoire. Si un ami, nous parlant d'une personne qu'il connaît mais que nous ne connaissons pas, la qualifie d'asociale ou de gentille, cet adjectif la qualifiera désormais à nos yeux. Nous allons donc la représenter gentille ou asociale et oublier toutes les autres caractéristiques et facettes de sa personnalité. Dans le cadre des relations, ne pas prendre la carte pour le territoire, c'est s'extraire de nos représentations lorsque nous adressons la parole à quelqu'un d'autre. Petit 3. La réalité est-elle réelle ? Vous avez 3 heures, et on ne triche pas. Il n'y a que moi qui ai le droit de consulter Wikipédia. Korzybski distingue 2 idéotypes d'individus, les extensionnels et les intentionnels. Les extensionnels types seraient les individus parfaits pour lui car ils ne se fient qu'aux faits, aux factuels, différencient la carte et le territoire et les couples carte-territoire congruents. Pour les individus extensionnels, il faut des faits, des chiffres et de l'analyse. Bref, il leur faut vérifier et enquêter. Au contraire, les individus intentionnels types se fient beaucoup plus aux déclarations, aux on-dit, aux superstitions et aux systèmes de pensée, à leur opinion propre. Ils se fondent beaucoup plus sur leur instinct que sur leur analyse. On va caricaturer. Par exemple, un individu intentionnel type ira débattre avec d'autres individus intentionnels pour savoir si le film était bien, pas bien, moral, pas moral, tandis qu'un individu extensionnel type ira plutôt débattre pour savoir qu'est-ce qui a fait que ce film était plus intéressant que les précédents, qu'est-ce qui a fait que l'image était plus belle factuellement, en fait. En vrai, j'ai jamais rencontré d'extensionnel absolu et ça doit être complètement chiant. Par contre, des intentionnels, j'en vois tous les jours. Et ça, c'est insupportable. Petit 4. Ne pas confondre intentionnel avec factuel. Lorsqu'on utilise le verbe être, on a souvent tendance à les confondre. En effet, si je dis par exemple « Fafnir est intelligent », on a l'impression qu'intelligent est une caractéristique, telle que le poids ou la taille, mesurable, alors qu'il n'en est rien. Petit 5. On ne peut pas tout savoir. Tout le monde sélectionne la parcelle de la réalité qui lui semble utile. Quand nous faisons des déclarations de toutité,
allness en anglais, il y a toujours un etc. silencieux. De plus, le monde est en mouvement, tout change. Dans ce cas-là, chaque discours est rapporté au contexte. Non seulement nous avons choisi certains détails, et en plus nous avons non pas choisi des détails figés, mais des détails en mouvement. Petit 6, indexé. Il n'y a pas deux choses pareilles qui aient été trouvées identiques. Il n'y a pas d'universalité dans le réel, il n'y a que des caractéristiques uniques que l'on peut grouper. Petit 7, comme la sémantique le montre, le langage a des effets sur notre environnement et sur nous-mêmes. On sait par exemple que le mandarin, ou même l'anglais plus proche de nous, sont moins binaires comme représentation de la réalité. En français, nos représentations se positionnent sur les extrêmes, c'est-à-dire bien ou mal, chaud ou froid, et ne permettent pas de considérer le milieu, du coup on ne peut pas le penser. Petit 8, distinguer fait et déduction. Si après une analyse on applique des étiquettes aux gens et à nous-mêmes, par exemple, lui est une personne intelligente, on va se comporter avec lui comme tel et cela va produire des effets sur notre comportement à son égard et par extension sur le sien à notre égard. C'est ce qu'on appelle des prophéties autoréalisatrices. Si l'on décide, par exemple, qu'un quartier est dangereux, on n'ira pas. À partir de ce moment-là, on ne pourra plus étudier ce quartier et comprendre ce qui agit à l'intérieur, ni même pouvoir le considérer autrement que comme dangereux. Petit 9, les signaux non-verbaux. Par exemple, certaines personnes asociales ont tendance à baisser les épaules, à se recroqueviller sur elles-mêmes, ce qui envoie des signaux inconscients aux autres autour d'elles. Les autres ont alors tendance à ne plus aller la voir, ni même lui parler, ce qui produit un cercle vicieux d'isolement. Petit 10, différer nos réactions. Là, je ne vous apprends rien, mais effectivement, Korzybski nous encourage à attendre un peu avant d'agir, histoire de réfléchir, notamment en période de crise. Le terme crisis vient du grec et ne qualifie non pas la période d'instabilité, mais le moment où nous allons prendre un choix afin d'en sortir. Korzybski nous encourage à la rallonger le plus possible, afin de prendre les bonnes décisions et d'éviter de prolonger la période d'instabilité. Petit 11, parce que oui, j'avais envie de faire un top 11, éviter les questions non sensées. Le problème des questions non sensées, c'est qu'elles nous paralysent dans l'action car nous ne pouvons pas y répondre. Au lieu de dire « Pourquoi suis-je nul ?», vous direz « Comment améliorer la situation ?» Au lieu de « Pourquoi le capitalisme nous conditionne à être des moutons ?», vous direz désormais « Comment provoquer une révolution sociale menant une société ne se fondant plus sur la recherche du profit ?» Au lieu de « Pourquoi Harold Garfinkel a-t-il créé l'ethnométhodologie en mélangeant à la fois phénoménologie et interactionnisme ?», vous direz « Dans quelle mesure ? Ça sert à rien ». Au lieu de « Qui de l'œuf ou de la poule est apparu le premier ?», vous direz désormais « Bon, vous avez pas fini de me poser des questions à la con, merde !» Grâce à ces informations, vous devriez avoir maintenant un aperçu de ce à quoi correspond la sémantique générale dans la vie de tous les jours. De manière assez simple, je le conçois. Van Vogt, convaincu par la sémantique générale, écrit un livre qui la consacre, et d'ailleurs qui la popularisera. Mais il n'est pas seul, la sémantique générale a influencé nombre d'écrivains de SF et ceux-ci ont aussi influencé la sémantique générale et les sémanticiens. C'est moi ou tu prépares un cliffhanger pour la prochaine vidéo ? Et de cette union sont nés 2 enfants. Un monstre et un mort-né. Alors n'hésitez plus, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, regardez toutes nos vidéos, allez dans la description, lisez les articles, analysez-les comme seul un véritable sémanticien pourrait le faire. Firefox, tu es revenu!